La pire arme d'un manipulateur, son absence totale d'empathie. Froid, calculateur, il agit comme un prédateur, prêt à tout pour atteindre ses objectifs les plus tordus, même s'il faut piétiner des vies. Rien, ni les émotions, ni la morale, ne freine sa progression. Et justement, Sandra Rosso était tout l'opposé. Sandy, comme l'appelaient ses proches, rayonnait. Une femme solaire, sociable, toujours souriante, qui ne lâchait jamais rien. Elle vivait à Pinellas Park, une ville tranquille baignée par le soleil de Floride, mais derrière ses lunettes de barmaid et ses talons de mannequin en herbe, Sandra nourrissait un rêve simple, sincère, mais dangereux, percer dans le monde du cinéma, briller, être reconnue. Et franchement, elle en avait le potentiel. Belle, élancée, charismatique, elle attirait les regards comme un aimant. Dès le lycée, elle avait posé devant les objectifs, enchaînant les shootings dès qu'une opportunité pointait le bout de son nez. En parallèle, elle sculptait son corps à coups d'haltères avec une discipline de fer. Elle voulait être prête pour le jour où la chance frapperait enfin à sa porte. Le jour, elle courait les castings et scrutait les annonces dans le milieu de la mode. La nuit, elle servait des verres dans une boîte de nuit de Tampa, essayant de concilier ses ambitions et sa vie de famille. À 37 ans, divorcée, elle élevait sa fille adolescente, Johanna, avec laquelle elle partageait une complicité forte. Son ex-mari, toujours dans les parages, ils s'entendaient bien, mûrs, civilisés, presque rares de nos jours. Mais au fond d'elle, Sandra gardait l'espoir de rencontrer enfin le grand amour, ce prince charmant dont elle rêvait encore, malgré les déceptions, malgré les fausses promesses et les masques. Et puis, il est arrivé. Timothy Humphrey, grand, musclé, presque trop parfait pour être vrai. Il frôlait le 1,90 m, affichait des biceps sculptés au millimètre et se vantait d'avoir été mannequin pour des sous-vêtements et joueur de football professionnel, rien que ça. Le genre d'homme qui impressionne, qui fascine, qui, à première vue, semble sortir d'un fantasme. Mais tu sais ce qu'on dit, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est rarement. Dans son cercle d'amis, Timothy était une sorte de légende locale, le coach sportif modèle, adulé pour ses muscles, son sourire ultra bright et sa capacité à transformer n'importe quelle séance de fitness en moment de séduction intense. Il bossait dans une salle de sport évidemment et son public le plus fidèle, les femmes, beaucoup de femmes. Timothy était tout en douceur, enfin en apparence. Toujours à l'écoute, toujours un mot gentil, toujours prêt à corriger une posture, ou à poser une main un peu trop longtemps sur un dos cambré. À leurs yeux, il était l'homme idéal. Et forcément, Sandra n'avait pas échappé à son charme. Elle l'avait rencontré dans la boîte de nuit où elle servait des cocktails jusqu'à l'aube. Lui, à l'époque, bossait comme agent de sécurité. Et pas n'importe lequel. Les hommes s'écartaient sur son passage. Les femmes, elles accouraient. Il était extraverti, drôle, charmeur, et savait raconter des histoires avec ce petit supplément de charisme qui rend les mythomanes presque attendrissants. Selon lui, et attention, tenez-vous bien, il avait été mannequin, doublure officielle de Vin Diesel, rien que ça, acteur en devenir, et ancien garde du corps de Tom Cruise. Oui, Tom Cruise. Est-ce que tout ça tenait debout? Pas vraiment. Est-ce que quelqu'un osait le remettre en question? Pas vraiment non plus. Timothy maîtrisait l'art de raconter des fables avec une telle conviction qu'on finissait par douter de notre propre scepticisme. Et Sandra, passionnée de cinéma et de mannequinat, avait mordu à l'hameçon. Forcément. D'un certain point de vue, ils se ressemblaient. Tous les deux prenaient soin de leur corps, dégageaient une aura confiante, savaient se faire remarquer. Alors, quand leurs regards se sont croisés au Ybor City Club en novembre 2001, il ne pouvait y avoir qu'une suite logique. Il l'a abordée. Elle a souri. Et tout a commencé. D'abord, c'était innocent, de simples discussions. Un verre, 2 rires, 3 regards qui en disaient long. Puis, l'alchimie a pris feu, et leur relation a viré à la romance, une idylle aussi intense que brève. 4 mois, 4 petits mois. Mais d'après Timothy, c'était explosif. Il s'en vantait d'ailleurs avec un enthousiasme gênant, confiant à ses amis que Sandra adorait le sexe brutal, comme s'il s'agissait d'un trophée. La délicatesse n'a jamais été son fort, manifestement.
Mais bien sûr, les choses se sont vite gâtées. Les disputes ont surgi, les tensions ont grimpé. Puis il y a eu la nuit, celle où tout aurait basculé. Ils étaient à la boîte, comme d'habitude, mais cette fois, l'envie les a poussés à s'éclipser discrètement pour grimper dans la Mercedes du patron de Timothy. Oui, celle du boss. Pas très discret, pas très malin. Et comme dans un mauvais film, un policier est passé par là, pile au mauvais moment, les a surpris, nus, en plein ébat. C'est ce qu'on appelle un timing malheureux. Sandra, elle, l'a très mal vécu. L'humiliation, la colère, le choc. Elle était furieuse. Timothy, lui, il a rigolé. Comme si tout ça n'était qu'une blague. Une anecdote de plus à glisser entre Vin Diesel et Tom Cruise. Mais cette fois, ce n'était pas qu'une mésaventure. Quelque chose s'était fissuré. Et pour Sandra, que c'était peut-être le début de la fin. Malgré la tension électrique, Timothy et Sandra sont tout de même rentrés chez lui, accompagnés de 2 autres femmes. Mauvaise idée, très mauvaise idée. L'alcool coulait à flot, les sourires devenaient flous, et l'atmosphère, de plus en plus trouble, s'est transformée en un jeu malsain de regards et de gestes équivoques. Les 2 invités ne semblaient pas comprendre, ou peut-être faisait-elle semblant de ne pas voir. Mais Sandra, elle, n'était pas dupe. Ce qu'elle voyait, un homme qui flirtait outrageusement avec d'autres femmes, juste sous ses yeux, blessée, humiliée, bouillonnante, elle a fini par faire ce que beaucoup n'auraient même pas osé. Elle les a foutus dehors, claquement de porte, silence brutal. Et puis, le vide. C'est à partir de ce moment-là que leur relation a lentement glissé vers l'abîme. En fin de soirée, Sandra a pris une décision. Il fallait faire une pause, respirer, reprendre le contrôle, peut-être même mettre fin à cette mascarade. Mais à peine quelques jours plus tard, Timothy, égal à lui-même, fanfaronnait déjà. Il assurait à ses amis que Sandra n'avait pas pu lui résister, qu'elle était revenue suppliante avide d'une nouvelle séance. Il parlait encore de sexe brutal, avec un ton presque amusé. Il disait qu'elle aimait ça, qu'elle en redemandait, et que lui, il aimait faire mal. Mais attention, juste ce qu'il faut. Rien d'exagéré selon ses propres termes, sauf que tout le monde ne buvait pas ses paroles aussi facilement. De son côté, Sandra racontait une toute autre histoire, une version sombre, terrifiante. Ce soir-là, elle s'était rendue chez Timothy en pensant à une conversation, peut-être une explication, une tentative de clôturer les choses proprement. Mais ce n'est pas ce qu'elle a trouvé. Timothy était déjà à moitié ivre, et plus la soirée avançait, plus l'alcool effaçait ce qu'il restait de son masque de séducteur. Il était devenu collant, insistant, agressif. Puis, sans prévenir, la violence avait éclaté. Il l'avait frappé, en plein visage, des hématomes sous les yeux, comme des marques de possession, de domination. Une humiliation atroce pour n'importe quelle femme, et pour Sandra, mannequin aspirante, c'était doublement insupportable. Mais ça, ce n'était que le début. Timothy n'avait pas seulement levé la main sur elle, il l'avait attachée au lit. Et puis, il avait abusé d'elle. Dans ce moment d'horreur pure, il était même allé plus loin. Il avait prononcé des mots que personne ne devrait entendre dans une relation. Il l'avait menacée, de mort, elle et sa fille. Sandra est restée figée, en état de choc, traumatisée, une semaine entière, une semaine sans sommeil, sans répit, sans comprendre comment elle avait pu basculer dans un tel cauchemar. Mais au bout de cette semaine, elle a trouvé la force, elle a parlé, elle a porté plainte. Et Timothy, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a joué la carte de l'incompréhension. L'homme était sidéré, presque théâtral. Il n'arrêtait pas de répéter la même chose encore et encore. Mais pourquoi? Pourquoi on m'accuse? Au poste, Timothy s'est lancé dans ce qu'il savait faire de mieux, raconter une histoire. Mais cette fois, l'auditoire était différent. Face aux enquêteurs, il a tenté de balayer toute accusation d'un revers de main. Non, il n'y avait jamais eu de dispute. Non, il ne l'avait pas frappé. Ce qu'il s'était passé? Juste un jeu d'oreiller. Oui, vous avez bien entendu. Selon lui, il s'était amusé, riant comme 2 adolescents. Puis, dans l'excitation, il aurait frappé un peu trop fort. Et voilà, les lentilles de Sandra qui volent, elle qui trébuche, se cogne la tête, fin de l'histoire. Sauf que cette version ne tenait pas une seule seconde. Pour la famille de Sandra, c'était même insultant, une gifle.
Personne ne pouvait croire à ce conte absurde, cette tentative grotesque de transformer une scène d'horreur en sketch de sitcom. Sandra, elle, n'avait rien laissé au hasard dans son témoignage. Elle avait décrit l'enfer, sans détour, chaque détail, chaque coup, chaque mot de menace. Rien, absolument rien, ne ressemblait à une bagarre de traversins. D'après ses déclarations, tout avait commencé par une dispute. Puis, brutalement, Timothy l'avait poussée sur le lit. Il s'était installé sur elle, bloquant sa tête entre ses jambes. Avec ses cordes, oui, des cordes, il l'avait attachée. Elle s'était débattue, elle avait crié. Mais Timothy n'en avait eu cure. Il l'avait frappée, encore et encore, au visage, des bleus sous les yeux comme signature. Elle était immobilisée, prisonnière. Il contrôlait tout, et après avoir abusé d'elle, il l'avait menacée. Pas juste elle, sa fille aussi. Sandra n'était plus que l'ombre d'elle-même, brisée, anéantie. La peur s'était incrustée dans sa chair. Et peut-être, oui, peut-être que Timothy avait senti qu'elle finirait par parler. Peut-être qu'il savait que le piège qu'il avait tendu allait se refermer sur lui. Et il avait vu juste. Sandra a porté plainte. Mais un obstacle de taille s'est dressé sur son chemin. Elle avait attendu 7 jours, le temps de sortir de la torpeur, de rassembler son courage, mais aussi le temps pour les preuves de disparaître, les traces ADN, les marques visibles, les éléments concrets, envolés, évanouis avec les heures. Ce qu'il restait, son témoignage, sa parole, sa vérité. Et ça, pour la justice, ce n'était pas rien. Les enquêteurs ont décidé de ne pas lâcher. Timothy serait poursuivi pour agression, un chef d'accusation lourd, potentiellement 10 ans de prison. Et là, tout à coup, le dur à cuire, l'ancien mannequin prétendu, le garde du corps de Star, a commencé à paniquer. Il s'est confié à ses proches. Il avait peur, très peur. Peut-être que pour la toute première fois, Timothy Humphrey réalisait que cette histoire ne finirait pas bien pour lui. À ses proches, Timothy a lâché une phrase glaçante, plutôt mourir que de finir en prison. Et à ce moment précis, quelque chose s'est brisé, ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. Un esprit instable, acculé, prêt à tout. Pour la police, c'est là que s'est dessiné le vrai visage de Timothy Humphrey. Un visage sombre, méthodique. Il ne voulait plus simplement fuir la justice. Il voulait faire disparaître le problème. Littéralement. Mais en attendant son procès pour agression, la justice l'a laissé respirer. Libéré sous caution, il s'est retrouvé dans la nature. Une décision qui, avec le recul, paraît presque irréelle. Ses amis, eux, n'y voyaient qu'une parenthèse de liberté. Ils plaisantaient comme s'ils ne savaient pas. « Tim va profiter de ce temps pour draguer la moitié de la Floride », disait-il en riant. Un charmeur impénitent, une bête de scène. Sauf que l'histoire a pris un virage, que personne n'avait vu venir. Automne 2002. Timothy ne s'est pas tourné vers une autre barmaid ou une habituée des clubs. Non. Cette fois, son regard s'est posé sur Ashley Laney, 19 ans à peine, tout juste sortie du lycée. Une gamine aux yeux rêveurs, l'air fragile, presque trop douce pour ce monde. Rien à voir avec ses conquêtes habituelles, pas de robe moulante, pas de maquillage criard, juste de la sincérité. Une gentillesse à peine croyable. Leur rencontre, banale, trop banale, ils faisaient du roller, et apparemment, pour Timothy, ça a suffi. Un coup de cœur immédiat, d'après ses mots. Parce qu'en plus, cerise sur le gâteau, ils aimaient les mêmes chansons. Le destin, n'est-ce pas? Ashley, elle, bossait dans un glacier avec une amie, juste en face de la salle de sport où Timothy officiait en tant que coach. Il l'avait reconnue, et il n'a pas hésité. Il est entré dans le magasin, juste pour la revoir. Il l'a trouvée jolie, énergique, et surtout malléable. Parce qu'il faut le dire, Ashley n'était pas comme les autres femmes de sa vie. Pas comme ses danseuses confiantes, pas comme ses clientes assurées, musclées, prêtes à le remettre à sa place. Non. Ashley, elle, était différente. C'était une fille intelligente, studieuse, ambitieuse. Elle voulait aller à l'université, bâtir un avenir. Mais son entourage était loin d'être aussi prometteur qu'elle. Quand Timothy a découvert l'histoire de sa famille, il a été stupéfait. Son père avait passé presque toute sa vie derrière les barreaux, enchaînant les condamnations.
et ne profitant que de rares moments de liberté avant de retourner en prison pour un nouveau crime. Ashley vivait avec sa mère, une femme violente et alcoolique. Elle buvait jusqu'à l'ivresse et s'en prenait régulièrement à sa fille. Mais le pire, c'étaient les hommes qui défilaient dans leur maison, des types peu recommandables, sans morale, souvent aussi instables qu'elle. Ashley avait grandi dans le chaos, et peut-être que c'est précisément cela qui l'a rendue vulnérable à Timothy Humphrey. Tout cela avait profondément marqué Ashley. Selon ses amis, c'était son enfance difficile qui l'avait rendue si vulnérable et incertaine d'elle-même. Elle avait soif de stabilité. Elle voulait un homme qui lui donnerait un sentiment de sécurité, quelqu'un de fort, quelqu'un de bien. Alors, quand Timothy, cet homme plus âgé, sûr de lui apportait de l'attention, elle n'a pas hésité. Dès qu'il a montré les premiers signes d'intérêt, elle s'est laissée séduire sans résistance. En moins d'1 mois, ils vivaient déjà ensemble. À cette époque, Ashley continuait à travailler d'arrache-pied. Mais sa meilleure amie, Charlie, a très vite remarqué un changement inquiétant chez elle. Elles travaillaient ensemble dans le glacier, ce qui a permis à Charlie de voir, jour après jour, l'influence toxique que Timothy exerçait sur son amie. Elle était convaincue que ce nouveau copain ne lui apportait rien de bon. Ashley, qui était autrefois pleine d'entrain, commençait à s'éloigner du monde. Elle se renfermait sur elle-même, devenait distante, presque effacée. C'était comme si Timothy avait pris le contrôle total de sa vie, décidant pour elle de ce qu'elle devait faire, où elle devait être, avec qui elle devait parler. Mais Ashley ne voyait pas le problème. Au contraire, elle semblait heureuse dans cette relation et n'avait aucune intention de s'en éloigner. Petit à petit, elle s'est coupée de son entourage. Elle a quitté son emploi au glacier, s'est éloignée de ses proches et n'a gardé contact qu'avec 2 anciennes amies. L'une d'elles était Charlie. Dans un premier temps, Ashley a commencé à travailler avec Timothy dans la salle de sport où il était coach. Puis, leur relation est montée d'un cran. Ils ont décidé de se lancer dans leur propre business, une entreprise spécialisée dans les entraînements personnalisés pour sportifs. À ce moment-là, plus personne ne pouvait la raisonner. Elle était totalement sous l'emprise de Timothy Humphrey. En public, Timothy jouait le rôle de l'homme amoureux, éperdument dévoué à Ashley. Il ne manquait jamais une occasion de déclarer à quel point ses sentiments étaient sincères, à quel point il était sérieux dans cette relation. Mais Charlie, la meilleure amie d'Ashley, n'y croyait pas une seconde. Elle avait entendu bien trop de rumeurs sur lui. Des rumeurs qui disaient qu'il n'avait pas changé, qu'il continuait à collectionner les conquêtes, exactement comme avant. Timothy restait le coureur de jupons qu'il avait toujours été, et il ne faisait même pas l'effort de se cacher. Il se murmurait qu'il entretenait des liaisons secrètes avec plusieurs femmes, parfois des filles des bars qu'il fréquentait. Charlie ne pouvait pas laisser passer ça. Elle a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir les yeux de son ami. Elle voulait lui faire comprendre que la situation était anormale, qu'elle vivait sous l'emprise d'un manipulateur. Mais Ashley refusait d'écouter. Elle ne croyait pas aux preuves, elle ne croyait pas aux avertissements. Elle croyait en Timothy. Charlie en était arrivé à une conclusion. Ashley était simplement trop amoureuse, et il n'y avait rien à faire. Peu à peu, Charlie et Ashley se sont éloignés. Elle s'isolait. Le cercle de personnes avec qui elle gardait contact s'est réduit à une seule personne, Timothy Humphrey. Au printemps 2003, Timothy a fait une confession à Ashley. Il lui a dit qu'il risquait une lourde peine de prison, mais il ne lui a pas dit la vérité, non. Il lui a raconté que son ex-petite amie avait monté un complot contre lui. Elle voulait se venger. Elle voulait détruire sa vie parce qu'il l'avait quittée. Bien sûr, il parlait de Sandra Rosso, mais à ce stade, Ashley ne pouvait plus envisager sa vie sans Timothy. Il avait envahi chaque aspect de son existence. Il était son seul repère, son seul avenir. Il la contrôlait totalement, et Timothy savait exactement comment exploiter cette emprise. Il a retourné Ashley contre Sandra. Il a semé la haine dans son esprit. Il a fait naître en elle une rancœur, une peur, une colère contre cette femme qu'elle ne connaissait même pas. Ce n'était pas difficile. Ashley l'aimait. Elle ne voulait pas le perdre. Et au-delà de ça, il y avait une autre réalité bien plus terrifiante. Sans Timothy, elle n'avait nulle part où aller. Si elle le quittait, il ne lui restait rien. Elle devrait retourner vivre chez sa mère, dans ce trailer sordide où elle avait enduré des années d'enfer, où elle avait survécu à une mère alcoolique, violente, où elle avait été maltraitée. Là-bas,
Elle redeviendrait une victime. Timothy lui offrait une autre alternative. Lui et leur entreprise. Un futur où elle était sa partenaire, son égale. Ashley ne voulait pas perdre ça, et c'est ainsi qu'elle a plongé. Elle était aveuglément amoureuse de Timothy, malgré les pratiques horribles qu'il le faisait au lit. Ashley était désormais totalement dépendante de Timothy, financièrement, émotionnellement. Il était son unique repère, son seul soutien. Mais le contrôle de Timothy ne s'arrêtait pas là. Une semaine avant le début du procès pour agression, il a scellé son emprise d'une manière encore plus perverse. Il a épousé Ashley. D'après lui, c'était son idée. Ils se sont mariés dans la salle de sport, là où ils travaillaient ensemble. Pas de cérémonie, pas d'alliance, pas même un officier d'état civil présent sur place, juste un certificat de mariage. Pas romantique du tout. Mais le plus troublant, c'était qu'ils n'avaient même pas de lune de miel. Il y avait une raison évidente à cela, et ce n'était sûrement pas une coïncidence si, le lendemain même de leur mariage, le 5 juillet 2003, Sandra Rosso a été éliminée. On lui a tiré 8 balles à bout portant alors qu'elle venait de rentrer dans son garage en voiture. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs douilles au sol, prouvant que l'attaque avait été rapide, brutale, sans aucune chance de survie pour la victime. Très vite, une question évidente s'est posée. Qui aurait pu vouloir la mort de Sandra? La réponse était simple. Elle n'avait aucun autre ennemi, à part Timothy Humphrey. Les soupçons se sont immédiatement tournés vers lui. Maintenant, il n'était plus seulement accusé d'agression, mais aussi de meurtre. Sauf qu'il y avait un problème de taille. Timothy avait un alibi parfait. Au moment exact du meurtre, il était chez lui, en train de manger une pizza. Son ami l'a confirmé. Le livreur qui a apporté la pizza a également attesté qu'il avait remis la commande en main propre à Timothy. Alors, si ce n'était pas lui, qui était le tireur? Les enquêteurs ont alors décidé de creuser ailleurs. Ils sont allés interroger sa toute nouvelle épouse. Dès les premières minutes, Ashley a semblé terrifiée. Elle était visiblement nerveuse. Son stress était incontrôlable. À 2 reprises, elle a failli vomir en parlant avec les enquêteurs. Le premier entretien n'a rien donné. Elle n'a pas avoué. Mais la police en était convaincue. Elle était impliquée. Et elle savait quelque chose. Un autre élément troublant a renforcé leurs soupçons. 1 mois avant le meurtre, la voiture d'Ashley avait mystérieusement pris feu. Elle avait déclaré le véhicule volé. Mais les autorités soupçonnaient un incendie criminel. Tout cela était trop étrange. Les enquêteurs ont donc décidé d'examiner en profondeur le passé et les activités d'Ashley. Et ce qu'ils ont découvert a changé l'enquête. Ils ont trouvé des preuves que la jeune femme avait acheté plusieurs logiciels espions payants. L'un d'eux lui permettait de suivre en temps réel les déplacements de Sandra Rosso. C'est ainsi qu'Ashley est devenue la principale suspecte dans l'enquête sur le meurtre de Sandra Rosso. Les autorités ont poursuivi leur investigation, cette fois en s'intéressant au nouveau compagnon de la mère d'Ashley, David Abernathy. L'homme possédait plusieurs armes à feu. Et rapidement, un détail a changé la donne. Une carabine avait disparu depuis un certain temps, mais surtout, un pistolet Ruger de calibre 22 avait été prêté à Ashley, peu avant le meurtre. David, lui, avait conservé les balles de ce pistolet. Une analyse balistique a été effectuée. Résultat, les douilles retrouvées dans le garage de Sandra correspondaient exactement aux munitions de David. Et ce n'était que le début. Les enquêteurs ont ensuite obtenu une donnée cruciale. Le signal du téléphone portable d'Ashley avait été capté près du domicile de Sandra, quelques minutes avant et après le meurtre. Elle était sur les lieux. Avec toutes ces preuves réunies, la police n'a plus hésité. Ashley a été arrêtée pour meurtre au 1er degré. Lors de son arrestation, elle a nié en bloc. Elle affirmait ne même pas connaître la victime. Elle a exigé un avocat. Au départ, elle a gardé son sang-froid. Elle restait droite, sûre d'elle. Mais la détention a eu raison de sa façade. 3 semaines plus tard, elle a craqué. Elle a avoué avoir éliminé Sandra. Son explication? Un acte commis sous le coup de l'émotion, par peur que son mari soit envoyé en prison. Mais l'enquête a révélé une vérité bien plus glaçante. Ce n'était pas un geste impulsif. C'était le fruit d'un plan long et complexe, pensé dans les moindres détails. Et il y avait même eu des tentatives ratées avant l'exécution finale.
Avant de demander le pistolet à David, Ashley s'était déjà introduite dans la caravane de sa mère pour y voler une petite carabine, une arme facile à manier. Idéale pour quelqu'un qui n'avait que peu d'expérience. Elle s'est entraînée à tirer. Elle a testé des masques, des techniques pour dissimuler son identité. Elle portait des vêtements amples, s'était maquillée pour foncer artificiellement sa peau. Tout faisait partie de la préparation. Un mois avant le meurtre, Ashley s'était rendue en voiture au bar Green Iguana où Sandra travaillait. Ce jour-là, elle a passé des heures à observer la voiture de sa future victime. Quand Sandra est sortie et s'est installée derrière le volant, Ashley a levé son arme et a tiré. Un coup. Mais la balle a manqué sa cible. Sandra, en entendant le bruit sec, s'est penchée par réflexe. Elle n'a pas compris ce qui venait de se passer. Alors, elle a simplement démarré et est rentrée chez elle. Elle venait d'échapper à la mort, sans même le savoir. Si elle avait compris, si elle avait su ce jour-là à quel point elle avait frôlé la fin, peut-être que tout aurait été différent. En réalité, Ashley a commis l'erreur classique des tueurs novices. Lors de sa première tentative, elle a mal visé et a tiré dans le rétroviseur de sa propre voiture. Le coup est parti, le miroir a explosé et la panique l'a submergée. Prise de panique, elle a abandonné la carabine dans une zone boisée, puis elle a brûlé sa voiture pour faire disparaître toute trace. Le véhicule a été retrouvé en flammes en dehors de la ville. Ashley, tentant de brouiller les pistes, s'est rendue à la police pour signaler un vol de voiture. C'est après cet échec qu'elle a emprunté le Ruger calibre 22 à David, le compagnon de sa mère. 6 semaines plus tard, elle s'est mariée avec Timothy Humphrey. Et le lendemain de la cérémonie, le plan meurtrier a repris de plus belle. Ashley était de nouveau postée dans sa voiture, sur le parking du bar où travaillait Sandra. Cette fois, elle avait le pistolet Ruger avec elle. Mais une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu. Elle s'est assoupie, ratant le moment où Sandra montait dans sa voiture. Puis, en voyant le BMW noir de Sandra quitter le parking, elle a décidé qu'il n'était plus temps de reculer. Elle l'a suivi jusqu'à chez elle, et quand Sandra a ouvert la porte de son garage, puis s'est installée dans sa voiture pour se garer, Ashley a ouvert le feu, 8 balles, sans la moindre hésitation. Les enquêteurs ont ensuite commencé à examiner de plus près le rôle de Timothy Humphrey. Il a immédiatement déclaré que ce qui s'était passé était pour lui un choc absolu. Il prétendait ignorer tout des intentions de sa femme, mais pour les enquêteurs, cette version était très difficile à croire. Il penchait pour un meurtre commandité, mais avec une particularité glaçante. Le tueur n'avait pas été payé, il avait été manipulé. Et qui avait le plus à gagner dans cette affaire? Timothy. Il était le seul à avoir un mobile solide pour vouloir la mort de Sandra. Fait troublant. En Floride, la loi empêche l'un des époux de témoigner contre l'autre devant un tribunal. Un détail légalement stratégique, mais qui ne faisait que renforcer les soupçons des enquêteurs sur sa participation à la planification du meurtre. Le soir du crime, Ashley et Timothy s'étaient appelés 22 fois, 22 échanges téléphoniques. Pour les détectives, il ne faisait aucun doute, ils étaient en train de coordonner le crime. Ashley aurait reçu des instructions ou donné des nouvelles sur l'exécution du plan. Malheureusement, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, et même si les preuves circonstancielles s'accumulaient, les enquêteurs savaient que pour obtenir une condamnation, il leur fallait des éléments encore plus solides. Alors ils ont creusé, et ce qu'ils ont découvert sur Timothy a fait tomber son masque. Toutes ces histoires de carrière dans le mannequinat, de doubleur de vin diesel, de joueurs de football professionnels, ce n'étaient que des mensonges, un tissu d'invention destiné à impressionner, à manipuler, à contrôler. Derrière l'homme charismatique se cachait un maître de la dissimulation et de la manipulation capable de pousser une jeune femme à éliminer quelqu'un pour lui. En réalité, Timothy Humphrey n'avait jamais tourné dans un film. Il n'avait signé aucun contrat de mannequinat. Toute sa biographie prétendument prestigieuse n'était qu'un mensonge bien ficelé. L'homme, derrière cette façade, était en fait un ancien détenu, avec un lourd passif judiciaire. Des condamnations pour vol, mais aussi pour des crimes violents envers des femmes. Pour le coincer, la police a décidé d'adopter une stratégie plus fine. Un client de leur salle de sport a été recruté comme agent infiltré. Il a subtilement lancé une conversation sur le meurtre de Sandra
et sur les rumeurs qui circulaient autour de l'affaire. Et Timothy a fini par craquer. À plusieurs reprises, il s'est trahi. Il a laissé entendre qu'il savait des choses, qu'il avait participé. Il a même menacé le faux client en lui disant que s'il parlait à la police, il le ferait payer. C'était suffisant. Timothy Humphrey a été arrêté puis inculpé pour meurtre au premier degré. Mais, fidèle à lui-même, il a continué à clamer son innocence. Alors, le procureur a pris une décision stratégique. Il fallait exploiter la faille, l'élément fragile, Ashley. En février 2006, juste avant l'ouverture du procès, le ministère public lui a fait une offre décisive. Plaider coupable, témoigner contre Timothy et, en échange, éviter la peine de mort, éviter même la perpétuité. Elle pourrait espérer sortir au bout de 25 ans. Ashley a accepté, et à ce moment-là, le procès a basculé. Elle est devenue la pièce maîtresse de l'accusation. Au tribunal, le portrait dressé de Timothy Humphrey a été celui d'un manipulateur froid, calculateur, qui avait exploité une jeune fille fragile pour accomplir un acte irréparable. Ashley a décrit, dans le détail, l'emprise totale qu'il exerçait sur elle. Elle ne pouvait pas sortir sans sa permission. Elle n'avait pas le droit d'avoir des amis sans son approbation. Il contrôlait ce qu'elle disait, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle pensait. Il lui obligeait les rapports par derrière. L'amour s'était transformé en emprisonnement psychologique, puis en violence physique. Il la frappait. Il lui faisait perdre connaissance. Il menaçait de la mettre à la rue, de la renvoyer chez sa mère, dans ce cauchemar qu'elle fuyait à tout prix. Ashley a expliqué ce moment précis où tout a basculé. Le jour où elle a compris que la seule manière de ne pas perdre Timothy, c'était d'éliminer Sandra. Mais cette pensée ne lui était pas venue seule. C'était Timothy qui lui avait planté l'idée dans la tête. C'était lui qui avait élaboré le plan. Il avait tout prévu. La carabine, le pistolet Ruger, le déguisement, la manière de ne pas se faire reconnaître. Et après la première tentative ratée, il était entré dans une rage noire. Il lui avait lancé un ultimatum glaçant. « Si tu ne t'occupes pas de cette garce, tu retournes chez ta mère. » Elle n'avait plus le choix. Du moins, elle croyait ne plus en avoir. Et cette illusion, Timothy Humphrey l'avait créée. Il l'avait façonnée. Selon son propre témoignage, elle était arrivée devant la maison de Sandra à 23h22. Elle a sauté hors de sa voiture et s'est précipitée vers le garage ouvert de la victime. Elle a pénétré dans le garage et a frappé violemment la vitre de la voiture avec la crosse de son pistolet. Sandra, surprise, s'est mise à hurler. Sans perdre de temps, Ashley a ouvert le feu. Plusieurs balles, assez pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun retour possible. Puis en s'approchant du corps, elle a vérifié que Sandra était morte, et elle a immédiatement appelé Timothy. C'est fait. Son mari au téléphone lui a alors donné des instructions précises. Détruis toutes les preuves. Ensuite, rappelle-moi. Ashley s'est exécutée. Au procès, elle a maintenu que son mobile n'était ni la haine ni la vengeance, mais l'amour. Une peur panique de perdre Timothy Humphrey. De son côté, l'accusé n'a cessé de clamer son innocence. Il a retourné la version des faits, accusant Ashley d'être la vraie manipulatrice. Selon lui, c'était elle qui avait imaginé ce meurtre et lui avait tenté de l'en dissuader. Mais cette version n'a convaincu personne, car la seule personne à qui profitait la mort de Sandra, c'était bien Timothy Humphrey. Sandra Rosso était la seule témoin clé dans l'affaire d'agression en cours. Son témoignage aurait pu envoyer Timothy en prison pendant des années, et cela, il le savait. Timothy a tout tenté pour discréditer les preuves. Il a affirmé que les logiciels espions utilisés pour suivre Sandra n'avaient jamais été installés avec une intention meurtrière, mais simplement pour rassembler des informations compromettantes afin de faire pression sur elle. L'objectif, selon lui, était d'éviter qu'elle ne vienne témoigner au procès. Concernant les 22 appels téléphoniques passés entre lui et Ashley avant et après le meurtre, il a plaidé une relation fusionnelle. On s'aimait, on se parlait tout le temps. Mais les enquêteurs ont prouvé que ce niveau d'intensité téléphonique était unique à la nuit du crime. Les jours précédents ou suivants, aucune activité similaire. Et pour un homme qui disait aimer sa femme plus que tout, il était curieusement occupé à entretenir d'autres relations amoureuses, avant et après le mariage. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Puis leur verdict est tombé. Timothy Humphrey, coupable de meurtre au premier degré. 2 jours plus tard, la sentence a été prononcée. Prison à perpétuité,
sans possibilité de libération conditionnelle. La mère de Sandra Rozzo a accueilli le jugement avec un profond soulagement. Pour elle, la justice avait enfin été rendue. Et cette peine, plus dure que la peine capitale, représentait une forme de justice plus cruelle. Il passera chaque jour de sa vie à penser à ce qu'il a fait. Par la suite, Timothy a tenté de faire appel, mais sa demande a été rejetée. Il est toujours derrière les barreaux aujourd'hui, tout comme Ashley. Le 10 mars 2006, dans le cadre de son accord avec la justice, Ashley Humphrey a été condamnée à 25 ans de prison. Elle aura 46 ans lorsqu'elle pourra sortir en 2028. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.